Bienvenue dans Démangeaison, le podcast qui gratte votre curiosité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Démangeaison consacré aujourd'hui à l'enfance. Faisons un bond dans le temps tous ensemble pour se rappeler de nos premiers instants. L'instant où l'on ne connaît rien, où l'on découvre tout, soit l'autre et le monde. C'est ces premiers instants en tant qu'être humain qui nous intéressera aujourd'hui. Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes ? À cette question, la réponse semble tout trouver dans l'éducation. Cet apprentissage donné par un proche, un membre de sa famille, un ami. Mais ces conseils, ces avertissements, ces messages nous traversent et nous chamboulent pour finalement trouver écho dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans cet épisode de Démangeaison, on ne parlera pas de bonne manière ou de mauvaise manière d'éduquer, mais simplement de la notion d'éducation en elle-même, en parlant du rapport entre les adultes, les parents et les enfants, en parlant de la notion de petite fille et de petit garçon. Et parce qu'il est toujours plus intéressant d'être deux pour échanger, nous invitons tout de suite le premier invité de l'émission. Bonjour Louis. Bonjour. Alors Louis, tu es un jeune homme de 20 ans, tu fais des études pour devenir professeur des écoles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton cursus ? Alors oui, effectivement, je suis en alternance dans une école à Avrier, à côté d'Angers. Donc j'interviens tous les lundis. Donc le matin, je fais français et maths avec eux. Puis l'après-midi, on fait sport ensemble. Alors je fais ça depuis 2 ans, mais je fais aussi d'autres choses à côté, puisque ça fait 5 ans maintenant que je suis éducateur sportif à l'école de golf, puisque je suis passionné de golf, c'est une de mes passions. Et donc là, par contre, c'est des enfants qui vont de 6 à 18 ans. Bon, 18 ans, c'est pas vraiment des enfants, hein. C'est plus sur des jeunes adultes. J'ai également fait plusieurs stages, des stages en école maternelle et aussi au collège, donc 6e, 5e, 4e, 3e, donc un petit peu plus le milieu de l'adolescence. Et tu dirais que c'est comment de travailler avec les enfants ? Tu trouves ça enrichissant ? Tu trouves ça fatigant, dynamisant ? Selon toi ? C'est hyper enrichissant de travailler avec des enfants. C'est vrai qu'ils ont ce côté très naturel. Voilà, ils ont une certaine forme d'insouciance que moi je trouve ça superbe en fait. J'adore travailler avec eux. À la différence justement des adolescents que j'ai pu aussi découvrir, où là il y a un peu plus cette confrontation avec l'adulte qui me plaît un petit peu moins. Donc c'est vrai que je préfère travailler avec les enfants. C'est beaucoup mieux. Alors, ni toi ni moi n'avons d'enfants, hein. Personnellement, j'ai choisi ce sujet parce que je trouve que ces petits moments sont super intéressants, parce qu'ils sont hyper vifs d'esprit, parfois même plus que certains adultes. Et passer du temps avec eux, ça fait voir différemment certaines choses de la vie, qui nous échappent à nous, peut-être en tant que nouveaux grands. Les enfants, ils sont super spontanés dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils pensent. Ils se posent pas autant de questions que nous, on le ferait en tant qu'adultes. Et est-ce que je me trompe si je te dis qu'un enfant ne va pas, par exemple, aborder quelqu'un qu'il trouve attirant, qui lui plaît de la même façon que le ferait un adulte ? Est-ce que tu as des exemples comme ça en tête de petits garçons, de petites filles qui dragueraient un camarade ? Comment ça se passe ? Parce que moi, je me suis toujours demandé comment on draguait spontanément quelqu'un. Nous, on a en tête des séries, des films, des images de comment on va aborder quelqu'un. Donc au final, c'est plus vraiment fait de manière spontanée. C'est fait au regard de comment on a vu que ça devait se faire. Est-ce qu'il y a la même chose chez les enfants ? Alors effectivement, la relation fille-garçon, elle est très spécifique à cet âge-là. On connaît tous le fameux complexe d'Oedipe qui intervient très tôt chez l'enfant. Donc le complexe d'Oedipe, le petit garçon qui va tomber amoureux de la mère et puis la petite fille qui va tomber amoureux du père. Donc ça, c'est en général donc jusqu'à 6 ans. Ensuite, l'enfant, à partir de 6-7 ans, il va passer dans une période dite de latence. Je ne l'invente pas, hein, c'est Freud qui l'a dit. Donc cette période de latence, ça dure de 6 à 12 ans. Alors qu'est-ce que c'est que cette période-là ? En fait, c'est une période où l'enfant va essayer d'avoir le maximum de capacités intellectuelles. Donc il va vraiment essayer d'aller découvrir le monde, essayer de s'enrichir intellectuellement. Mais par contre, ça va le rendre un petit peu plus renfermé sur lui-même par rapport aux autres. Il va être beaucoup plus égoïste. Alors effectivement, moi, dans mon stage, j'ai déjà reçu des petites lettres d'amour, on peut dire, de la part de jeunes filles. Alors la dernière, c'était
pour le poisson d'avril. Alors, on m'avait collé un fameux poisson dans le dos. Puis j'avais regardé derrière, donc il y avait un petit mot d'amour d'une jeune fille d'une classe de CE2. Donc voilà, alors ça, c'est pas vraiment le même amour que nous, on peut le percevoir. Hein. C'est plus de l'amour, on va dire, paternel, hein, moi, vis-à-vis de cette petite fille. Et pour un petit garçon, de l'amour maternel vis-à-vis de son enseignante. Et là, vous allez me dire, mais Louis, attends, moi, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un petit copain, et on s'échangeait des mots d'amour, etc. Je peux même te les ressortir. Hein. Bon, ça ira, merci. Donc, effectivement, ça arrive. Alors, ça arrive en général fin de cycle 2, début cycle 3. Alors, pour situer, c'est un petit peu CE2, CM1, CM2. Où, en fait, là, l'enfant, il va essayer un petit peu de se détacher de ses parents. Il va chercher une certaine forme d'autonomie. Ce qui fait qu'il va beaucoup imiter l'adulte. Et donc, il va beaucoup observer l'adulte, ses mouvements, etc. Il va aussi se référencer par rapport à ce qu'il a pu voir dans les films, ce qu'il a pu lire dans les livres. Donc, voilà, il va construire en fait une relation avec quelqu'un d'autre en fonction de ce qu'il a pu voir de la relation amoureuse. Donc, c'est très intéressant aussi à voir. Je voulais raconter aussi une petite anecdote qui m'est arrivée parce que c'est aussi drôle de voir... comment un enfant de bas âge peut avoir aucune pudeur avec son corps, c'est assez marrant. Alors, c'est souvent en général entre 3 et 6 ans, c'est le stade phallique selon Freud. Et donc, pour l'anecdote, donc moi je surveillais une cour de récréation avec des maternelles, et d'un coup, t'as un petit 3-4 ans qui commence à baisser son froc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, l'enfant? Et là, il commence à baisser son slip et il commence à sortir son petit zizi. Il commence à gigoter dans tous les sens. Alors moi, je regardais, j'étais mais qu'est-ce qui se passe quoi? Quand on voit ça pour la première fois, c'est surprenant. Et là, d'un coup, il y a un autre petit garçon qui est arrivé, qui a commencé à lui tripoter le zizi. Alors moi, j'étais pas bien du tout. Mais c'est vrai que pour la première fois, c'est impressionnant de voir ça parce qu'on n'a pas l'habitude. On se doute pas qu'il puisse avoir avoir en fait aucune pudeur. Alors je dis les petits garçons, mais les petites filles aussi. Hein, c'est pas les dernières, hein, loin de là. C'est elles aussi, elles soulèvent les jupes, etc. Alors merci pour cette petite anecdote. C'est vrai que je parlais de l'éducation un peu plus tôt et c'est une notion qui est super floue, qui a beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, on écrit énormément sur l'éducation. Il existe maintenant plein de magazines, de blogs, de podcasts consacrés à cette notion. On remet en cause plein de choses, dont l'éducation traditionnelle, notamment via les violences éducatives. Je sais pas si tu te souviens du ramdam qui avait été fait sur la question de la fessée. Depuis 2016, donner une fessée ou une gifle à son enfant est interdit par la loi. Ça avait fait beaucoup de bruit, surtout au regard des mots utilisés dans l'article, donc l'article 68 du Code civil, pour être précise, qui détermine l'exclusion de tout traitement cruel, dégradant et humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles. Je pense que ça avait autant choqué des adultes et des moins grands qui ont reçu des fessées pendant leur enfance, et qui aujourd'hui, adultes, ne se sont jamais sentis bouleversés ou traumatisés par cet acte. D'autant plus qu'en France, on a un côté très traditionnel autour de l'éducation, et l'éducation reste très fermée au cadre familial. La loi a peu de place dans cet espace intime. Et je pense que pour la plupart, on n'a pas compris ce que venait faire la législation dans leur rapport avec leurs enfants. D'autant plus que pour certains, cet acte n'avait pas mesure à être condamné par qui que ce soit, et encore moins par le gouvernement. Je trouve que c'est quand même assez drôle, d'ailleurs, parce que la plupart des Français trouvent que l'éducation passe aussi par l'enseignement à l'école, et qui écrit les programmes scolaires éducatifs? Le gouvernement. Donc c'est vrai que le parallèle avec la place du gouvernement au sein de l'éducation dans le cadre familial est un petit peu compliqué, mais bon là, on s'éloigne un peu de nos moutons. Je trouve qu'aujourd'hui, on pointe du doigt d'une façon intéressante les violences éducatives ordinaires, donc qui sont dites VEO. Je le précise parce que cette abréviation, on la retrouve beaucoup dans les articles et dans les publications à ce sujet. Et parce que quand on regarde de plus près ce que c'est une gifle, ce que c'est une fessée, ce que c'est que le chantage de dire à son enfant « t'arrêtes de crier sinon t'auras pas de dessert », je trouve que c'est quand même assez violent. Je sais pas ce que t'en penses, toi Louis, qui fréquente des enfants régulièrement et qui doit avoir souvent affaire à ce genre de caprice, peut-être, qui pourrait justifier pour certains parents l'utilisation de violences éducatives ordinaires. Je te rejoins là-dessus. Je pense que ça dépend aussi des sensibilités de chacun. Moi, ça me viendrait jamais à l'idée de lever la main sur un enfant. C'est un geste quand même très particulier. Et surtout, quelle valeur la gifle a pédagogiquement parlant.
C'est-à-dire pour l'enfant, qu'est-ce qu'il va retenir d'une gifle, mis à part l'acte violent que ça procure. Donc l'enfant, il va se dire, j'ai certainement pas fait quelque chose de bien, mais quoi, ou alors qu'est-ce que je retire de ça finalement? Donc la violence, elle est pas très utile finalement. Moi, je préfère vraiment jouer l'aspect social. Ça, c'est très important. Moi, je suis dans une classe, il y a 28 élèves en face de moi, donc je suis pas tout seul. Donc, effectivement, quand un enfant est un peu plus perturbateur, il ne dérange finalement pas que moi, mais il dérange aussi la classe, les autres élèves qui sont là, qui sont présents aussi. Donc, moi, je trouve que c'est plus intéressant que ça vienne d'un autre enfant, parce que pour l'élève perturbateur, ça va beaucoup plus résonner que si c'était l'enseignant qui le disait. Parce que l'enseignant, c'est normal, c'est son rôle. Il représente l'autorité. Donc, finalement, l'enfant, ça va pas plus le toucher. Par contre, quand c'est un autre enfant qui lui dit, là, tout de suite, ça va plus le travailler. Et on peut retrouver ça aussi chez nous, quand on fait une bêtise et que nos parents viennent nous voir et nous font un peu la morale en disant c'est pas bien, ils commencent à nous gronder, tout ça. On se dit c'est normal, c'est nos parents, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous faire la morale, etc. Par contre, quand on fait une bêtise et que là, c'est ton pote qui vient et qui dit je crois que là, t'as un peu déconné, tout ça, on va beaucoup plus se remettre en question. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant en termes pédagogiques. Et il y a notamment un reportage que j'ai regardé sur YouTube dernièrement, qui est l'école de Summerhill. Les enfants de Summerhill, vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver. L'école de Summerhill, c'est une école qui a été construite par le théoricien Alexander Neal. C'est une école, en fait, où tous les enfants font ce qu'ils veulent. C'est un internat, ils sont pas obligés d'aller en cours. Et donc, c'est un reportage qui amène, en fait, les témoignages d'anciens élèves. Et donc, il y a un témoignage qui, moi, m'a pas mal marqué. Il raconte que quand il est arrivé à Summerhill, c'était un élève perturbateur. En fait, il y avait beaucoup d'élèves perturbateurs dans cette école, puisque c'était aussi l'école, on disait, de la dernière chance. Donc, c'était un petit peu les élèves décrocheurs qui allaient dans cette école. Et donc, il témoigne, il dit, moi, quand je suis arrivé dans cette école, j'ai commencé à me bagarrer avec un autre élève. Et quand il raconte ça, il est très ému. Donc, il s'est bagarré avec un autre élève, et il y avait un petit enfant à côté de lui. Et le petit enfant l'a arrêté et lui a dit, mais tu sais, c'est la première fois que moi, je vois un élève se bagarrer avec un autre ici à Summerhill. Et quand il a entendu ça de la part d'un tout petit enfant, finalement, ça l'a marqué et ça l'a fait beaucoup plus réfléchir. Et il ne s'est plus jamais bagarré par la suite. Donc ça montre quand même, l'aspect social, c'est quelque chose de très important. Et moi, je l'expérimente aussi en cours. Par exemple, je vais prendre un exemple, en cours de PS, ça arrive souvent qu'il y a un enfant qui est pas content parce qu'il est en train de perdre ou parce qu'il est pas d'accord avec les décisions de l'arbitre. Donc, il se met dans son coin, il s'énerve tout seul, tout ça, il abandonne le cours. Alors, en général, les autres enfants, ils vont venir me voir, ils vont me dire, mais Louis, lui, il est parti, comment ça se fait, tout ça. Moi, en général, je ne préfère ne pas réagir à ça. Donc, soit ils vont aller le voir, ils vont dire les choses et dans ce cas-là, ils vont réussir à la récupérer. Ou dans ce cas-là, les autres élèves ne vont rien faire. Et c'est l'enfant qui va se dire, là, je suis dans mon coin, je suis tout seul, je commence un petit peu à m'ennuyer, donc je vais peut-être retourner. Et c'est comme ça que ça marche. Moi, je suis beaucoup pour l'aspect social des choses. C'est pas forcément à l'adulte de gérer l'autorité. Alors, très récemment, je me suis intéressée à la notion de genre dans l'éducation via les podcasts de Victoire Toyon, Les couilles sur la table. Dans ces podcasts, elle aborde différentes questions du rapport masculin-féminin de notre société en étudiant cette question via l'étude des masculinités. Je vous conseille vraiment l'écoute de ce podcast, il est génial. Et dans l'épisode 36, J'élève mon fils, la journaliste Aurélia Blanc est l'invitée de Victoire Toyon et elle vient parler de son rapport avec l'éducation. Elle soulève un point qui m'a particulièrement interpellée. Elle dit que très tôt, on observe que les petits garçons occupent beaucoup plus de place avec leur corps que les petites filles. L'exemple le plus typique serait dans les cours de récré, où l'on verrait majoritairement les garçons occuper l'espace en jouant à des jeux de balles, football, handball, qui entraînent la totalité de leur corps, alors que les filles seraient-elles majoritairement plus concentrées sur une petite partie de la cour de récré, à jouer à des jeux entre elles, type marelle, corde à sauter, échange d'objets, etc. Toi qui vois ça au quotidien, qui peut observer cette cour de récré au quotidien, est-ce que tu as déjà remarqué des différences flagrantes entre les filles et les garçons dans les écoles où tu travailles ? Alors moi, j'aime bien la pensée de Fausto-Sterling, qui dit il n'existe pas un individu masculin parce qu'il est né homme, ou un individu féminin car elle est née femme. Finalement, elle dit qu'il y a
5 types d'individus. Et c'est plutôt ces 5 types d'individus que je vois dans la cour de récré. Et c'est assez flagrant parce que je vois très bien le petit garçon qui est en train de jouer avec le groupe de filles. Ou alors, à l'inverse, la fille qui est en train de jouer avec le groupe de garçons. Alors, ça s'explique en fait par l'éducation que l'enfant a reçue. S'il a été élevé plus par sa mère, si c'est un petit garçon, il aura plus cette tendance à aller vers les filles, à être plus proche des filles, mieux s'entendre avec elles. Et à l'inverse, si effectivement la petite fille a été éduquée, élevée avec son père, elle aura tendance à plus apprécier être avec les garçons. Après, c'est sûr, je vois quand même, il y a pas mal de stéréotypes dans la cour de récré, notamment par exemple le groupe de filles qui sont en pleine discussion, qui se chamaillent, t'es plus ma copine, etc. C'est très stéréotypé. Et aussi, de l'autre côté, les garçons qui sont sur le terrain de foot, qui sont en train de jouer au handball ou au foot. Mais moi, ce qui m'a on va dire bouleversé, c'était un mot fort, c'est en cours de PS. Parce qu'en fait, à cet âge-là, à 8-9 ans, moi j'ai 8-9-10 ans, normalement, il n'y a pas de différence physiologique intersexes. C'est-à-dire qu'une fille de 8-9 ans a les mêmes capacités physiques, de force, d'endurance, etc., qu'un garçon du même âge. Et pourtant, quand là j'ai fait course de durée dernièrement, quand je regarde les résultats, en haut du classement, on a la majorité de garçons et en bas de classement, la majorité de filles. Ce qui est bizarre puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas de différence intersexe à cet âge-là. À l'adolescence, oui, physiologiquement, ça change. Mais à cet âge-là, normalement, non. Alors, comment ça s'explique ? Souvent, c'est parce que les garçons, en dehors de l'école, ils font du sport. Et ils font du sport dit de garçons. J'aime pas trop ce terme, mais voilà. Ils vont faire du foot, ils vont aller courir, etc. Quant aux filles, c'est un petit peu différent, puisqu'elles vont faire des sports dits de filles, ou alors même carrément pas de sport. Et donc ça, c'est assez touchant parce qu'on se dit, finalement, dès le plus jeune âge, la fille est tout de suite mise dans un moule où on dit, bon, elle peut pas vraiment faire du sport. Alors que c'est pas forcément, une fille peut très bien faire du rugby, tu vois. C'est ça qui moi, me touche. Au collège, on le voit d'ailleurs, hein. On voit que les filles sont beaucoup plus handicapées en sport, alors que normalement, ça devrait pas l'être. Mais c'est vrai que t'as raison. Moi, quand je repense au rapport filles-garçons dans les cours de PS au collège ou au lycée, il y avait vraiment un sacré écart entre les deux. C'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir toi ici dans cet épisode de Démangeaison, parce que t'as cet aspect-là très concret des choses, puisque tu fréquentes beaucoup d'enfants dans des cadres différents, des plus jeunes et des moins jeunes, en sport et en classe. Donc c'est vrai que c'est super chouette qu'on puisse parler de ça ensemble. Et c'est vrai que moi, je fréquente pas beaucoup d'enfants. J'ai pas eu de petits frères et de petites sœurs comme je le disais. Et donc, j'ai un peu tendance à idéaliser cette notion d'éducation où c'est vrai que moi, j'aimerais bien prendre l'éducation pas forcément par le haut. J'ai pas forcément envie de me dire que je serais la seule personne à apporter du savoir à l'enfant. J'ai aussi envie de me dire que par cette spontanéité dont on parlait, par le fait que voilà, c'est des êtres humains qui sont très sensibles et en pleine ébullition de savoir, j'ai envie de me dire qu'ils peuvent me faire voir les choses différemment aussi. J'aimerais savoir comment toi, ta vision de l'éducation, elle a évolué avec le temps, depuis que tu fréquentes maintenant des enfants au quotidien. Et est-ce que t'as déjà été frappé par la pertinence de propos d'un enfant quand tu lui parles, etc., te dire ah putain, cette réflexion, je l'aurais pas eu moi en tant qu'adulte. Alors, c'est vrai qu'on sous-estime souvent la capacité intellectuelle des enfants. D'ailleurs, selon toi, à quel âge notre cerveau dispose des plus grandes capacités intellectuelles ? Je sais pas, peut-être 10 ans, je sais pas. Alors, pas tout à fait, c'est 7 ans. C'est à 7 ans que notre cerveau a les plus grandes capacités intellectuelles. D'ailleurs, c'est assez logique puisque c'est aussi là où on apprend un petit peu la langue, on apprend de plus en plus de vocabulaire. Et d'ailleurs, moi, je suis assez surpris. Par exemple, en cours, j'essaye des fois de donner des mots un petit peu compliqués. Dernièrement, j'ai utilisé le mot acide lactique. Et les enfants ont complètement retenu ce mot. Et parfois, ils me le ressortent même en situation. Des fois, ils me disent « Ah, là, j'ai trop d'acide lactique ». Alors, je suis assez surpris parce que je l'ai dit qu'une ou deux fois grand maximum, ce mot. Et ils arrivent à retenir ce genre de choses. Donc, je trouve ça très intéressant. Maintenant, moi, j'aime pas trop dire que l'enseignant est là pour transmettre le savoir. Comme si l'enseignant avait déjà tous les savoirs et voilà, ça serait quand même un peu prétentieux de dire ça. Moi, je préfère dire que l'enseignant, il est là pour donner les outils à l'élève pour que lui réussisse
à avoir ensuite des compétences. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de compétences aujourd'hui et moins de savoir subjectif. On va pas demander à l'enfant la capitale du Ouzbékistan. D'ailleurs, moi, je la connais pas d'ailleurs, cette capitale-là. Donc voilà, c'est plus... par exemple, si je pose la question « Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan ?» j'ai envie de voir comment lui va faire pour trouver la réponse. C'est plus ça qui m'intéresse, plutôt que la réponse en elle-même. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va aller voir sur la carte ? Est-ce qu'il va aller voir au niveau de l'Asie, etc. ? Est-ce que ça lui parle ? Ou alors est-ce qu'il va aller sur l'ordinateur, tout simplement ? Ou alors même dans le dictionnaire ? Enfin, c'est plus la méthode, moi, qui m'intéresse. Et d'ailleurs, j'ai regardé un reportage sur TF1 il y a pas très longtemps qui m'a un petit peu... j'ai trouvé ça un peu étonnant qu'ils en parlent. C'est au sujet du calcul mental. Donc, qui parlait comme quoi il y avait une vraie chute libre chez les enfants sur le calcul mental. C'est vrai, effectivement, quand on regarde les résultats, il y a une vraie chute libre en calcul mental en l'espace de 20 ans. Maintenant, déjà, quelle est la valeur du calcul mental ? De dire 2 plus 2, effectivement, ça fait 4. Est-ce que ça représente vraiment l'intelligence de l'élève ? Est-ce que le fait qu'il réponde à une question un petit peu en mode robot, le plus rapidement possible à une question comme je l'ai dit, 2 plus 2, 4, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je préfère plus voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la méthode. Comment il a fait pour trouver ce résultat-là. Et donc, quand j'ai vu ça sur TF1, je me suis dit, mais finalement, il pense que le niveau des élèves a complètement chuté. Alors là, il parlait du calcul mental, mais on entend souvent parler aussi que le niveau des élèves en général a complètement chuté. Moi, je pense pas, c'est juste qu'on a une approche qui est différente. On essaye plus de travailler au niveau des compétences, comment ils peuvent faire pour trouver le résultat, plutôt que des savoirs subjectifs, comme je l'ai dit, apprendre par cœur la table de multiplication. Moi, je trouve pas ça très intéressant. Je préfère voir l'élève construire une méthode pour trouver le résultat de la multiplication plutôt qu'il apprenne par cœur. Voilà. C'est juste une façon de voir un petit peu différente. Mais je pense que développer des compétences chez un élève, ça va être plus utile pour lui dans sa vie future. Alors pour conclure sur ce sujet, et comme j'aime bien rattacher un petit peu toute ma vie à la culture, j'ai vraiment envie de vous conseiller un réalisateur qui a marqué ma jeunesse et qui m'a fait autant aimer créer des choses, je pense, aujourd'hui. Ce réalisateur, c'est Michel Oslo. C'est lui qui a réalisé la fameuse trilogie des Kirikou. Ces films qui m'ont vraiment touchée par leur scénario, leur graphisme et leur musique. Et Les Contes de la Nuit, c'est une série de longs métrages où tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma abandonné pour créer plein d'histoires en inventant des princesses et des aventuriers. Alors ils créent, ils dessinent, ils imaginent les héros de ces contes. Et ça a vraiment marqué mon enfance et ça continue à m'éblouir encore aujourd'hui à 20 ans. En 2016 par exemple, donc il y a 3 ans, il a sorti Ivan Trasevich et la princesse changeante et j'ai été tout aussi transportée dans son univers que quand j'avais 10 ans de moins. Je suis allée au cinéma, j'étais l'une des plus âgées de la salle et pourtant ça n'a rien changé au fait que je trouve que son univers est vraiment incroyable. D'ailleurs, ce que j'adore avec les films d'Oslo, c'est que les héros sont pas du tout parfaits. Ils sont parfois pleins de défauts et de peurs qu'ils affrontent au cours de ces mésaventures. Et je trouve que c'est super de présenter aux enfants des héros qui sont pas forcément tout lisses, pas forcément normés, maquillés, pimpés, toujours au top et tout. Et d'avoir des héros qui ont des vraies failles, qui les affrontent. C'est vraiment, je trouve, la force des films de Michel Oslo. Alors toi, Louis, du coup, est-ce que toi aussi tu aurais un film, une série, une musique qui t'aurait marqué quand t'étais petit ? Et surtout, est-ce que tu as un regard différent sur ce qu'apporte le cinéma et la culture d'aujourd'hui sur la jeunesse ? Je regardais beaucoup les Télétobies. Oui, c'est mon gros taxi. non, je plaisante. Mais moi, en fait, c'est vrai que j'étais un peu un enfant particulier. Puisque je regardais beaucoup les reportages et les films historiques. Moi, j'aimais beaucoup ça. Le fait que ça raconte une histoire vraie, une histoire qui s'est vraiment passée, ça m'intéressait. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai regardé un film qui est La Révolution française et j'ai regardé ça en boucle alors que j'avais 8 ans. Maintenant, au niveau du cinéma, moi, je trouve que c'est super et on devrait plus en montrer aux élèves. Pourquoi ? Parce que ça permet
de développer différentes formes de modalités de travail. Je vais reprendre ce que dit Piaget. On a tous des intelligences qui sont différentes. Certains sont plus visuels, d'autres plus auditives, d'autres plus tactiles, etc. Enfin bref, il y a tout un tas d'intelligences. Et je trouve que le cinéma apporte ces différentes formes d'intelligence. On est aussi bien sur du visuel que du auditif, et c'est très important ça pour les élèves. Je trouve qu'on le fait pas assez aussi, c'est s'adapter à la jeune génération. Je peux vous raconter un petit peu, moi, comment j'ai réussi à m'améliorer en anglais. Donc moi, je regardais sur Internet Vine, pour ceux qui connaissent. Malheureusement, ça a été supprimé, ça. Vine, en 2016. Quel triste. C'est triste, oui. Si. Vine, c'était des petits sketchs qui duraient 6 secondes et souvent, c'était des Vines qui étaient en anglais. Donc moi, je voulais regarder ces Vines-là et forcément, vu que c'était en anglais, je devais faire en sorte de comprendre. Et ça m'a amélioré en anglais, c'était impressionnant. Et aujourd'hui, alors il y a la mode aussi des mèmes, et il y a beaucoup de mèmes qui sont en anglais, et moi je trouve qu'il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire amener des choses que les jeunes sont en train de voir et les mettre en classe. Ça les intéresserait beaucoup plus, ils seraient beaucoup plus impliqués. Je trouve que le cinéma et l'art en général est très important pour pouvoir changer, varier les modalités de travail avec les élèves. Merci beaucoup Louis d'être venu sur Démangeaison pour parler d'éducation. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous deux et que vous appréhendez peut-être différemment les enfants et votre enfance, votre façon de voir tout ça. En tout cas, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée et je vous dis à très vite pour gratter ensemble de nouvelles démangeaisons. Salut les démangeurs. C'est comme ça que t'appelles ta communauté, là. Ils ont pas encore de nom. Ils ont pas de nom. Va falloir trouver un nom, Marie.